Donc maintenant, on aborde une troisième séquence, mais en définitive, on a beaucoup dit dans le premier exposé que la conceptualisation d'un schéma de fonctionnement passait par le modèle, que ça s'était relativement stabilisé, qu'il y avait des fermes en action, et tout ça, on le met dans le modèle, mais que nous disent les modèles. C'est cette troisième séquence avec Patrick Durand et Pierre Moreau de l'ENRSAS. Donc bonjour à tous. Donc moi aussi j'ai toute une liste de collaborateurs. Le modèle, c'est pas que l'ordinateur, il y a aussi des gens derrière. On en a oublié une, vous avez tous remarqué, qui commence là, cette jolie photo là. Eh bien c'est la dame qui est au troisième rang au milieu qui l'a faite. Donc elle apparaît nulle part dans les noms, mais je pense que c'est important de la citer. Donc nous sommes sur le troisième axe de travail autour de la modélisation. Je vais simplement en introduction vous montrer cette diapo que j'avais déjà montrée en d'autres occasions pour vous dire que effectivement on fait de la modélisation et un modèle c'est un compromis. C'est un compromis entre ce qu'on voudrait, c'est-à-dire représenter le plus fidèlement possible la réalité dans toute sa complexité, parce que c'est sa complexité qui fait sa richesse aussi, et puis on est obligé de rentrer ça dans un modèle, et jusqu'à maintenant on n'a pas réussi à rentrer une vache complète dans un ordinateur, donc on est obligé de simplifier pas mal. Dans le cadre de ce projet, on a quand même choisi d'essayer de relever le pari de représenter un peu plus de complexité qu'on le faisait auparavant, parce que, comme on vous l'a dit, l'idée c'est de simuler des changements de système, et pour simuler des changements de système, eh bien, il faut essayer d'aller un peu plus dans le fond des choses. Mais autour de ça, pour compenser, on a aussi réfléchi, certes on a un outil complexe, mais comment le rendre plus facile à utiliser ou à communiquer les résultats, et donc c'est ça qu'on va vous présenter ici. Donc première partie, je vais laisser la parole à Pierre Moreau, qui a été vraiment une personne essentielle dans la réussite de ce programme, et donc il va vous présenter comment on a fait évoluer les outils. Donc bonjour à tous. Je suis Pierre Moreau, je me permets de me présenter rapidement. J'ai fait ma thèse au sein de l'UMR Sol Agrosystème, Agro-Hygrosystème Spatialisation à Rennes, et aujourd'hui je suis embauché par le comité de bassin de la Nuée de Grève à Lannion Trégor Agglomération pour approfondir le travail. Donc l'objectif ici c'était d'évaluer des évolutions de systèmes de production, et pour évaluer ces systèmes, comme vous l'ont dit Patrick et les présentateurs d'avant, c'était de construire un outil, un modèle, et c'est ce modèle que je vais présenter aujourd'hui, une évaluation de ce modèle et une utilisation de ce modèle en scénario prospectif. Donc les objectifs du modèle, c'était un modèle qui était capable de simuler avec réalisme l'impact d'un changement de système de production à l'échelle de l'exploitation et du territoire, et un outil dont les résultats étaient appropriables par les gestionnaires en appui à la décision. Conclusion. Non. Si on passe directement aux conclusions. Problème. On va recommencer. Alors, est-ce que j'ai mal fait? Non, tu peux passer avec des flèches. Utilise les flèches. Utilise la flèche là. On est ici. Donc on reprend le déroulé de l'exposé et le déroulé du programme. L'objectif c'était de construire un outil. Donc tout à l'heure, dans l'axe 2, a été développer la flèche partant vers la gauche. Il va s'agir maintenant de développer la flèche partant vers la droite, donc la construction du modèle. Donc on est parti d'un modèle existant. Le modèle
TNT2 pour construire un modèle qui va coupler à la fois le fonctionnement du bassin versant et le fonctionnement de l'exploitation. Le fonctionnement du bassin versant s'appuie sur ce modèle-ci, le modèle TNT2 que je vous décris rapidement. Donc c'est un modèle distribué avec une maille d'environ 25 mètres sur 25 mètres et dynamique, donc avec les flux d'eau et d'azote simulés à l'échelle de la journée sur l'ensemble de ces mailles-là. Et en fait, on a à la fois un modèle de culture donc qui va simuler toutes les interactions entre les cultures, leur croissance, le cycle de l'eau et le cycle de l'azote, et un module hydrologique qui va simuler le transfert de l'eau dans ce bassin versant. Donc finalement, on va simuler depuis le stock d'azote dans le sol jusqu'à ce qui nous intéresse au final, le... les chroniques de nitrate à l'exutoire. Donc c'est ce même modèle que je représente ici, mais en appuyant sur un figuré qui est issu de la plateforme informatique sur laquelle on s'est reposé pour coupler les différents modèles pour construire notre outil Quasi-Modène. Donc cette plateforme, la plateforme Record, était dédiée au couplage de modèles dans les agro-écosystèmes. Et ici est figuré le modèle en tant que tel, le modèle TNT2 que je viens de présenter. Mais ici, ce sur quoi je veux revenir, ce sont les entrées et les sorties. Donc ce modèle nous permet d'avoir des sorties hydrologiques à différents pas de temps, à différentes échelles, et des sorties au niveau du cycle de l'azote. Et les entrées du modèle sont des entrées climatiques et des descriptions physiques du bassin, mais celles qui vont nous intéresser maintenant, ce sont les données agricoles. Donc jusqu'à maintenant, on représentait des pratiques dans ce modèle, des rotations, des assolements, donc sur chacune des parcelles, et des itinéraires techniques pour chacune des années de chacune des parcelles. Et en fait, le manque qu'on avait identifié, c'était que ces pratiques étaient définies a priori, sur la base d'enquêtes, sur la base de données statistiques, et en fait, il n'y avait pas de rétroaction du milieu sur les pratiques. Les pratiques n'évoluaient pas en cours de simulation avec la dynamique d'évolution du milieu. Le deuxième constat, c'était qu'on décrivait des pratiques à la parcelle et qu'on ne prenait pas en compte la cohérence d'un système d'exploitation. Il n'y avait pas de contrôle de cohérence, par exemple, pour savoir si les troupeaux avaient assez à manger. Et il n'y avait pas de module de décision stratégique, c'est-à-dire que la décision de l'agriculteur n'était pas traduite en pratique. On a parlé de traduction déjà dans les exposés suivants. Donc dans le cadre du projet Acacia, l'enjeu, ça a été d'inclure un modèle d'exploitation, c'est ce que je représente ici, pour aboutir au modèle du Quasi-Modène, pour, excusez-moi en anglais, Catchment on Agricultural System Integrated Model for Nitrogen, qui est en fait un couplage de TNT2 avec un module d'exploitation. C'est ce module d'exploitation qui est représenté ici. Donc en fait, sur le territoire, toutes les exploitations sont représentées. Et en entrée, on n'a plus des données construites sur des bases statistiques, mais on a maintenant des stratégies de production et des contraintes, par exemple liées à l'éclatement du parcellaire, ou liées au potentiel agronomique des parcelles, qui vont alimenter un modèle d'exploitation, lequel va générer les pratiques et itinéraires techniques. Et dans ce modèle, on a une rétroaction du milieu sur ces stratégies. C'est-à-dire que suivant l'évolution du milieu, l'évolution des stocks, la stratégie va être revue annuellement. Donc, je fais un petit focus sur le module exploitation, ce qu'on appelle stratégie de l'éleveur. Ici, ça reste malgré tout simplifié. C'est la gestion des besoins du troupeau et des effluents, avec une estimation des besoins du troupeau, des effluents qui vont être à gérer, donc sous quelle forme, quelle composition, quand vaut-il mieux les épandre, et en prenant en compte tout un nombre de contraintes, donc des contraintes d'accessibilité pour le pâturage des vaches, mais aussi pour l'épandage, des contraintes de potentiel agronomique, des contraintes réglementaires et des contraintes de matériel. On génère une allocation spatio-temporelle, des assolements, des rotations et des pratiques de fertilisation. Donc finalement, on a une représentation de la stratégie de production traduite en pratique. Et donc on estime avoir introduit le système agricole dans la modélisation. Donc ce modèle exploitation,
En fait, il s'agit de modules issus d'un modèle d'exploitation plus complexe encore de Mélodie. Il s'agit de deux modules qui sont tournesol et fumigène, qui ont été développés dans l'UMR Pégase, à Saint-Gilles. Donc on avait construit notre modèle que j'ai présenté rapidement. On voulait savoir s'il était capable de représenter les pratiques, puisque c'était ça qu'on lui demandait. Donc je vous présente deux éléments d'évaluation du modèle. Donc le premier élément d'évaluation du modèle va concerner les assolements pour 4 types de cultures principales sur le bassin. Donc en abscisse, vous avez les surfaces observées avec un point par exploitation, donc sur un des bassins qu'on a modélisé, donc sur un peu plus de 50 exploitations. Et en ordonnée, on a les surfaces simulées par les modèles, avec ici un coefficient de variation, car on menait des simulations sur une dizaine d'années. On voulait voir si nos surfaces par culture variaient fortement ou pas. Donc finalement, ce qu'on retient ici, c'est que la surface par exploitation reste cohérente avec ce qui est observé. Alors ici, on voit qu'à chaque fois, on a une exploitation pour lesquelles les coefficients de variation sont assez forts. En fait, c'était la seule exploitation sur laquelle il n'y avait pas d'animaux, en tout cas dans les modélisations, donc qui répondait moins bien au modèle. Le deuxième élément d'évaluation que je vais présenter, c'est finalement ce qu'on veut représenter, c'est la satisfaction de besoins d'animaux. Donc, est-ce qu'on les représente bien dans le modèle? Donc, toujours pareil, ici, on a les besoins observés par exploitation et les besoins simulés par exploitation, divisés en 4 grands types de besoins, herbe, maïs, grain, paille, avec un point par exploitation. Donc, pour l'ensemble des besoins, on a une bonne reproduction de ce qui est observé sur le territoire. Donc on a un modèle contraint par exploitation qui reproduit des pratiques. Donc finalement, que retenir de l'évolution du modèle, depuis un modèle pratique qui représente des pratiques agricoles jusqu'à un modèle qui représente des systèmes agricoles. On ne prend plus en compte que la parcelle, mais le fonctionnement de l'exploitation et les interactions entre les ateliers de production animale et la production fourragère. Et on ne part plus de données de base agricole en entrée, mais on a besoin ici de données beaucoup plus précises, et c'est pourquoi notamment le réseau de fermes pilotes a été établi pour permettre des enregistrements précis des différents systèmes de production. Donc ici je reprends rapidement ce que vous avez présenté Françoise dans l'exposé précédent, celui d'avant encore. Donc ici, l'ensemble des données, que ce soit les données de suivi ou les données récoltées spécifiquement pour la modélisation de données plus biophysiques, vont être utilisées dans les différentes étapes de la simulation, que ce soit évidemment renseigner les propriétés de chaque parcelle, les activités chaque année, calibrer et valider les données par rapport aux données observées, et la construction et l'évaluation de scénarios de changement, basés notamment sur les indicateurs qu'a présenté Françoise Hertès. Donc on a construit un outil, on l'a évalué sur ses pratiques, on a vu qu'il était capable de représenter à partir de stratégies des pratiques agricoles. On va maintenant évaluer des scénarios prospectifs. Nous avons mené l'évaluation sur le bassin versant Guillard, donc un des bassins versants de la Grève. Et on a comparé deux scénarios de changement que je détaillerai un peu plus par la suite. Un scénario de référence, lequel scénario de référence consistait à extrapoler les pratiques agricoles actuelles. Donc, je l'ai dit, il a déjà été présenté, nous avons fait l'évaluation sur un seul des bassins versants, le bassin versant du Gard, qui est un des bassins versants de la Grève, qui couvre 51% de la surface et participe pour 59% des flux arrivant à la rivière. Donc, nous avons modélisé 55 exploitations sur une période de calibration-validation rétrospective courant de 1997 à 2008. Et enfin, l'évaluation de scénarios prospectifs a couru sur une période à peu près similaire, de 11 ans, avec une reproduction identique du climat. Donc le climat de 1997 à 2008, on l'a appliqué à 2009-2020, avec des indicateurs identiques appliqués à l'ensemble du bassin versant. Donc la première étape de tout travail de modélisation est la calibration du modèle et savoir si on sait reproduire les données qu'on observe sur le terrain. C'est ce que je vous présente ici.
Donc ici en haut à gauche, nous avons sur la période rétrospective de 1998 à 2007 les débits à l'exutoire observés en rouge et simulés en bleu. Donc ici on voit qu'on représente quand même assez bien la dynamique des débits. Ici même exercice pour les données de concentration en nitrate à l'exutoire, avec en rouge les observés, en bleu les simulés. Donc ici on reproduit à la fois la dynamique intra-annuelle et la dynamique interannuelle, ce qui au final nous permet sur une période de 2 ans de reproduire les flux à l'exutoire de manière satisfaisante. Donc le modèle validé, on pouvait passer à l'étape suivante d'évaluation de scénarios prospectifs. Donc on a simulé 2 scénarios, enfin en tout cas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont 2 scénarios. Un scénario qu'on a appelé UGB, un scénario qu'on a appelé UGB+. Le scénario UGB considérait une production laitière constante, une baisse de chargement qui a déjà été présentée par Françoise pour le scénario UGB, la même pour UGB+, une production fourragère constante, des intrants par exploitation avec un seuil maximum à 100 kg d'azote pour le scénario UGB, et pour le scénario UGB+, sur lequel on reprend les caractéristiques du scénario UGB, mais on va un peu plus loin. Et donc une particularité sur les zones humides avec des prairies, une gestion particulière sur les zones humides pour le scénario UGB+. Quelques résultats finalement de modélisation cette fois-ci. Au niveau des évolutions de l'assolement, si on considère les 2 scénarios, donc par rapport à l'actuel des scénarios UGB et UGB+, on voit qu'on a un gain de 13 points de la surface en prairie pour le scénario UGB et de un peu plus pour le scénario UGB+, 19 points. Au niveau des chargements, on a essayé de simuler un scénario sur lequel le chargement atteindrait 1,4. Donc ici on a les chargements actuels et les chargements du scénario UGB. Et ce dont on se rend compte finalement, c'est que toutes les exploitations évidemment ne parviennent pas à un scénario de 1,4, notamment dû aux contraintes d'accessibilité. Par contre dans le scénario UGB+, l'indicateur 1,4 est atteint. Enfin, dernier résultat, au niveau du cycle de l'azote, donc autant que les chiffres et que la quantification du flux, c'est le mode de représentation qui est intéressant. Finalement, on a beaucoup évolué sur les modes de représentation de résultats, Gwenaël revenait dessus tout à l'heure, et c'est un mode qui ici nous permettait d'envisager tous les flux au niveau du cycle de l'azote, à la fois vers l'eau, mais aussi vers l'air. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sur quoi je vais m'arrêter, ce sont les flux d'entrée agricole, les exportations par les cultures et les flux dans la rivière. Donc ici on est bien sur des valeurs par kilogramme d'hectare de bassin versant. Donc 2 résultats, ici des scénarios, en comparaison avec le scénario actuel, on a placé ici les 2 scénarios UGB et UGB+. Ici, on a en abscisse l'écart des flux d'azote à l'exutoire. Donc on passe de la situation actuelle avec le scénario UGB, on chute d'environ 8 kg et de 9 kg pour le scénario UGB+, pour des écarts d'entrée allant de moins 25 à moins 30. Et ici, des écarts dans les exportations allant de moins 5 à moins 10. Donc ce qui est intéressant ici, c'est la différence d'efficience entre les 2 scénarios UGB, parce que finalement, pour une baisse ici beaucoup plus forte dans le scénario UGB+, quasiment l'ensemble de la baisse est répercuté sur une baisse des exportations par la culture et non sur une baisse des flux à l'exutoire. Donc ici, en fait, on a une efficacité forte du scénario UGB et l'efficience a été augmentée aux différents niveaux, au niveau exploitation et aussi au niveau territoire. Dernière diapo. On a aussi évidemment conclu sur les chroniques de nitrate à l'exutoire, avec en violet ici le scénario de référence et en vert et bleu nos 2 scénarios prospectifs. Ici on voit qu'il y a une réaction assez rapide finalement, ça répondrait peut-être à certaines questions qui ont été posées avant, des 2 scénarios avec une stabilisation finalement autour de 19 mg par litre dans la rivière.
En fait, si on regarde les tendances, ici, les courbes continuent de s'écarter. Donc voilà ce que je voulais présenter, la construction d'un modèle, son évaluation, d'un modèle qui finalement fonctionne, et un modèle qui a été utilisé pour évaluer des scénarios prospectifs. Bon, j'ai encore 2 parties à vous présenter en moins de 5 minutes. Accrochez-vous. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est aussi attaché à regarder la façon dont on utilise le modèle, à la fois des façons de rendre plus riche et plus simple ce qu'on rentre dans le modèle et ce qu'on en sort. Donc, je vais vous présenter rapidement 2 petits exemples. Donc, le premier, c'est toujours le Costel. Comme vous l'avez remarqué, les bassins de lieu de grève sont observés de façon très régulière et très précise par le ciel, par satellite. Et donc on a eu l'idée d'utiliser ces informations très riches pour essayer de simplifier quelque chose qui est assez difficile à acquérir auprès des agriculteurs. C'est les modes de gestion de chaque parcelle en prairie. Et donc, dans le cadre de la thèse de Pauline Dusseux, il y a eu toute une étude faite sur des façons de détecter des modes de gestion différenciés de ces prairies, avec des résultats qui sont assez prometteurs. Donc, je vais passer sur les détails. Les auteurs de cette étude sont dans la salle et pourront répondre à vos questions. Le résultat principal, c'est que on est potentiellement en mesure de faire ce type de carte sur les bassins versants où on peut distinguer pour chaque parcelle en prairie la gestion en pâturage, en fauche ou mixte pâturage. Deuxième exemple, alors cette fois dans les sorties, ce que vous a montré Pierre, c'est des sorties extrêmement synthétiques et simplifiées de la modélisation, mais le modèle il est capable de sortir en tout point de l'espace une masse de variables assez importante. Et donc nos collègues de l'IRISA, qui travaillent en intelligence artificielle, ont développé toute une structure basée sur ce qu'on appelle les anthropodonnées, des méthodes de fouille de données, pour permettre l'exploitation de ces données-là. À titre pour vous donner un peu une idée, si on sort toutes les données possibles du modèle, on a quelque chose comme 40 millions de chiffres à traiter, ce qui n'est pas tellement facile de faire, même en 5 ans. Donc grâce à cette structure informatique, on est capable d'extraire ces données, de les agréger suivant différentes dimensions, la dimension pratique agricole, la dimension rotation, la dimension temporelle ou spatiale. Et puis en couplant ça avec un ICG, on peut aussi simplifier les modes de représentation. Donc ça c'est le modèle compliqué. Il ne faut pas oublier que tous les bassins versants, tous les territoires ne sont pas en mesure de développer, et nous non plus certainement pas, de développer cette batterie d'outils. Donc l'UMR a engagé depuis longtemps dans des voies plus simples et plus généralisables de transférer l'information et d'analyser les systèmes. Je vous rappelle l'agrotransfert territo en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Bretagne. Système qui est un outil qui est en phase de passer à l'opérationnalité, qui est un outil qui permet de quantifier les fuites d'azote dans le système de culture. Alors contrairement aux outils habituels qui travaillent plutôt à l'échelle d'une culture, là c'est vraiment un outil dédié au système de culture dans leur complexité et qui a pour but d'être utilisé y compris par les agriculteurs ou en collaboration avec les agriculteurs. Et puis si on est obligé de rester sur des quantifications et des aspects compliqués, eh ben, c'est pas notre mission à nous chercheurs d'appliquer le modèle partout en Bretagne. Et donc il y a une structure qui s'est créée, une entreprise qui est une structure intermédiaire entre un bureau d'études et de recherche,
qui est capable de mettre en œuvre cet outil un peu partout. Donc j'ai pas d'action dedans, je peux faire la pub sans état d'âme. Dernière partie sur laquelle je vais passer extrêmement vite, la généralisation. Vous savez qu'on a fait des tas de scénarios, d'analyses de scénarios un peu partout en Bretagne dans différents cadres. Je vais simplement là vous montrer un exemple de synthèse de ces résultats à travers la comparaison de scénarios sur le Yard que vous avez vu et sur un bassin qui est un peu à l'opposé en matière de système de culture et aussi en matière de système physique. C'est Kervidi-Nézin, un bassin extrêmement intensif et très riche en élevage hors sol et en céréales, sur lequel, sur ces deux bassins, on a finalement analysé des scénarios qui sont comparables dans une certaine mesure, des réductions d'apport, l'introduction de SIPAN, l'augmentation des surfaces en herbe, la gestion différenciée des zones humides, voire l'augmentation du bocage. Et si on présente ces résultats sous la forme d'un graphe un peu comme celui de Pierre, avec ici les sorties d'azote vers l'eau, les émissions d'azote vers l'eau, et ici l'azote récolté par l'agriculture, on est capable de comparer les efficiences de ces différents scénarios avec une constante, c'est que la baisse de fertilisation, dans un premier temps, s'accompagne d'une forte réduction des flux, mais aussi se fait aux dépens d'une certaine réduction des exportations d'azote, et que, à système constant, si on continue de baisser la fertilisation, ben, on perd en efficacité, c'est-à-dire qu'on diminue plus fortement les exportations par les cultures que les flux d'azote. Et puis, pour ce qui est des scénarios de type aménagement paysager, mais le message à retenir, c'est que c'est extrêmement variable suivant les bassins. Comme on l'a dit, c'est plutôt un facteur du deuxième ordre, ça réduit moins les flux que des baisses de fertilisation. Et puis là, vous avez le passage d'un scénario mise à l'herbe, puis mise à l'herbe spécifiquement en zone humide sur le bassin versant de Nézin, et un peu l'équivalent sur le bassin versant du Yard. Vous voyez, des résultats extrêmement différents. Donc la conclusion, c'est qu'on ne peut pas généraliser. C'est pas aussi simple que ça. Mais je pourrais vous donner des chiffres, si vous voulez, dans la discussion. Mais ce n'était pas le but ici. Le but, c'était de lancer le débat avec ce type de conclusion. En modélisation, on est capable de simuler des scénarios et hiérarchiser des options d'action. Les conclusions auxquelles on arrive de façon constante en Bretagne, c'est en particulier pour l'enjeu algues vertes, raisonner la fertilisation des rotations actuelles et aménager les zones humides, c'est une étape absolument indispensable et nécessaire, mais ce n'est pas suffisant dans la plupart des cas. Donc les changements de système et ou d'usage des terres sont nécessaires, et pour ça, je vois au moins trois conditions. De la part des chercheurs, on l'a dit et répété toute la matinée, des outils plus précis, plus intégrés et aussi intégrant la dimension socio-économique. On n'en est pas encore tout à fait là de façon satisfaisante, mais ça progresse. De la part des acteurs locaux, un vrai dialogue pour le développement territorial innovant. Vous l'avez compris, sur la lieu de grève, on avait cette dynamique et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette action. Et puis, là j'ai mis en italique une troisième condition qui, à mon avis, est loin d'être remplie à l'heure actuelle. De la part de l'ensemble des décideurs, y compris très en dehors du bassin versant jusqu'à l'échelle européenne, la mise en cohérence des politiques et des règles avec les enjeux déclinés localement, et puis un soutien qui soit vraiment effectif et durable et différencié.